Comment un logiciel, après un quart de siècle de bons et loyaux services, peut-il renaître de ses cendres pour affronter le monde moderne? C'est l'histoire de Fibu et c'est une histoire de passion, d'ingénierie et d'un défi colossal relevé au cœur des Alpes suisses. Allez, je vous emmène. 25 ans, vous imaginez? Dans le monde de la tech, c'est une véritable éternité. Alors attention, on ne va pas juste voir une simple mise à jour. Non, non. Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est une métamorphose complète. Le passage d'un outil fiable, mais qui travaillait en solo, à une plateforme prête à conquérir le futur. Tout commence donc en 2001. À l'époque, Fibus est un outil développé pour un usage interne. Discret, super efficace, mais il reste dans l'ombre. Et puis, bam! On fait un bond de 25 ans. En 2026, ce même projet est relancé publiquement, complètement transformé en une plateforme SaaS moderne. Le saut technologique entre ces deux points, il est tout simplement vertigineux. Mais pour bien saisir l'ampleur de cette renaissance, il faut d'abord revenir en arrière, retourner aux fondations, comprendre ce qu'était Fibu dans sa première vie et pourquoi au fond il était déjà si spécial. Et ce qui est fascinant, c'est que le Fibu de 2001, ce n'était pas du tout un logiciel à la traîne. Bien au contraire, c'était un outil remarquablement robuste, un vrai pilier interne développé à Sion. Son seul défaut, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il avait été conçu pour une autre époque, celle de l'utilisateur unique, de l'environnement bien fermé. Sauf que le monde, lui, n'a pas attendu. Une nouvelle vision pour Fibu est née, et avec elle, un défi gigantesque pour les ingénieurs. La question était simple en apparence, mais la réponse beaucoup plus complexe. Comment on transforme une forteresse conçue pour une seule personne en une métropole capable d'en accueillir des milliers? Voilà, on est au cœur du problème. Passer d'un outil privé pour un seul utilisateur à une plateforme SaaS pour plus de 1000, ce n'est pas une simple rénovation, ça. C'est une reconstruction totale. C'est un peu comme passer d'une jolie maison de campagne bien tranquille à un gratte-ciel qui fourmille d'activités. Et attendez, ce n'est pas tout. Le défi, ce n'était pas juste de passer à 1000 utilisateurs. Chaque utilisateur pouvait avoir jusqu'à 10 comptabilités différentes. 10. Faites le calcul. La complexité et la charge sur la base de données n'ont pas simplement augmenté, elles ont explosé de manière exponentielle. Face à ce mur de complexité, l'équipe a dû prendre une décision radicale. Pas question de bricoler, de mettre des rustines sur l'ancien système, non. La seule solution, c'était de tout raser pour reconstruire sur des fondations techniques entièrement nouvelles. Une vraie renaissance, je vous dis. Cet effort titanesque, il a reposé sur 3 piliers. D'abord, repenser entièrement la base de données. Il fallait qu'elle puisse encaisser cette nouvelle échelle. Ensuite, bien sûr, implémenter cette fameuse architecture multi-compte. Et enfin, optimiser chaque petite interaction avec la base en utilisant des techniques modernes qui rendent le système non seulement plus rapide, mais aussi beaucoup plus sécurisé. Bon, une fois que les fondations ont été reconstruites, solides comme un roc, il était temps de s'attaquer à la façade et aux serrures. Parce que, soyons honnêtes, la meilleure architecture du monde ne vaut rien sans une expérience utilisateur agréable et une sécurité à toute épreuve. Le premier truc qui saute aux yeux avec cette transformation, c'est l'interface. L'ancienne était fonctionnelle, ok, mais la nouvelle, elle devait être bien plus que ça, intuitive, moderne et surtout parfaitement fluide, qu'on soit sur un grand écran de bureau ou sur son smartphone. Le journal de bord de février 2026, il en dit long sur l'ambition de l'équipe. On ne parle pas de petites retouches, mais d'une refonte complète. Un design adaptatif, un mode sombre pour le confort des yeux, et même des petites touches esthétiques très modernes, comme cet effet de verre dépoli, le glassmorphisme. Chaque détail a été repensé pour que l'utilisation soit plus simple, plus claire et franchement plus agréable. Pour bien comprendre le niveau de sécurité de Fibu, il y a un mot à retenir, le hachage. En gros, c'est simple. Au lieu de garder un mot de passe en clair, le système le transforme en un code secret complètement illisible. C'est la défense de base, mais elle est cruciale. Même si un voleur parvenait à entrer dans le coffre-fort, il ne trouverait que des codes indéchiffrables, jamais les clés originales. Et le résultat, c'est une véritable forteresse numérique. Le compte se verrouille après 3 tentatives ratées, toutes les connexions sont enregistrées, le hachage est systématique, et il y a même une double sécurité. Un mot de passe pour le compte et un autre pour chaque comptabilité. Quand on parle de données financières, la paranoïa, c'est une qualité. Mais la reconstruction de Fibu, ça va bien au-delà de la technique et du design. Ça touche à une question philosophique qui est fondamentale aujourd'hui. Où se trouvent nos données et surtout, qui les contrôle vraiment? Cette petite phrase, c'est peut-être la plus importante de tout le projet. Ce n'est pas du marketing, c'est un manifeste. La décision d'héberger Fibu en Suisse, sur les propres serveurs de l'entreprise, ce n'est pas un détail technique, c'est un choix politique et stratégique majeur. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien tout. En Suisse, les données sont protégées par le droit suisse. Point final. Elles sont loin de la portée de certaines lois étrangères.
L'entreprise contrôle son propre calendrier sans être à la merci des mises à jour forcées ou des changements de politique des géants américains de la tech. C'est ça, la définition même de la souveraineté numérique. Finalement, la renaissance de Fibu, c'est plus que l'histoire d'un logiciel. C'est le passage d'un simple outil interne à une plateforme souveraine de pointe. Et ça pose une question essentielle. Dans un monde de plus en plus centralisé, quelle valeur accordons-nous à l'indépendance technologique et à la maîtrise de nos informations les plus critiques ? La question est posée.